Bonjour et bienvenue dans la chaîne. Bon, j'ai eu cette idée brillante de, de commencer une série sur les algorithmes, n'est-ce pas? Bon, j'ai déjà enregistré quelques vidéos, mais je me suis rendu compte que le plus important dans l'algorithme, c'est de comprendre ce que c'est que... bon, il y a certains trucs que j'aimerais d'abord expliquer, et que j'aimerais que ce cours, cette série soit comprise même par les débutants, ceux qui vont de zéro, n'est-ce pas? Ok, pour cela, euh, allons-y et commençons. Bon, avant de commencer, j'aimerais dire que j'ai un rhume très violent, donc ça peut arriver que, bon, je vais essayer de supporter au temps de l'enregistrement. Qu'est-ce qu'un algorithme? Bon, disons ceci. Tout ce que nous faisons dans la vie peut être défini comme algorithme, peut être placé, on dit comment, défini par un algorithme, n'est-ce pas? Disons, comment se brosser les dents, comment aller à l'école, comment dresser son lit, vous voyez, comment prendre son bain, et ainsi de suite. Donc, c'est juste une suite d'instructions simple et détaillée qui permet, et ordonnée, oui, qui permet de résoudre un problème, qui permet d'accomplir une tâche. Nous avons par exemple faire un sandwich, comme on dit dans mon pays, faire un pain chargé. Bon, cet exemple l'exemple que j'ai dans la présentation n'est pas en fait n'est pas un algorithme complet. Je l'ai mis exprès parce que bon, regardez, ici on dit prendre du pain, mettre du beurre et ajouter du jambon. Fermer le sandwich. Vous voyez, ici, on n'a pas dit prendre le pain, ouvrir le pain, prendre la cuillère ou la fourchette, mettre dans ouvrir le beurre, parce qu'il faut savoir si le beurre est fermé ou ouvert, ou bien couper le beurre. Vous voyez, on n'a pas défini quel beurre nous allons utiliser. Donc c'est pour ça que je dis, même cet algorithme n'est pas complet. Même chose pour se brosser les dents. Nous avons prendre la brosse, prendre le dentifrice. Si on dit mettre le dentifrice sur la brosse, mais il faut savoir c'est quel type de dentifrice. Dentifrice en poudre, en liquide ou la pâte. Ouvrir le tube de dentifrice et c'est dans un tube. Vous voyez que même ceci n'est pas complet. Donc, ça dépend. Les gens qui sont les gens littéraux, bon, j'essaie de traduire de l'anglais pour le français. Les gens qui comprennent littéralement les choses pourraient être confus par cet algorithme, ces deux algorithmes. Bon, ok. Je vais essayer de vous dire la différence qu'il y a entre l'algorithme et le programme. Notre but, c'est d'écrire le langage, écrire du code avec l'algorithme. L'algorithme, c'est une idée, c'est un plan, n'est-ce pas? Le programme, c'est la réalisation de ce plan. L'algorithme est écrit, peut être écrit par tout le monde. Designer, souvent quand nous créons des programmes, nous avons ce qu'on appelle ça s'appelle pas le design, justement. Le mot en anglais me devient en français, c'est pas qu'on appelle ça. Système design, voilà. Design du système. Voilà. Et les algorithmes en fait, on dit comment est-ce que notre programme va résoudre, quels problèmes sont à résoudre et comment on va les résoudre. Pour les résoudre, quelle technologie on va utiliser et pour chaque technologie, quelle méthode on va utiliser. Donc, vous voyez que c'est complexe. Bon, pas que c'est complexe, mais on essaie de diviser étape par étape. Maintenant, le programme, aussi, l'algorithme ne dépend pas d'un langage principal. Donc, ça peut être en anglais, en français, mais le programme utilise un langage de programmation. Donc, si l'algorithme, disons, est écrit en anglais, ça veut dire que même quelqu'un, tout le monde qui comprend l'anglais peut lire et comprendre ce que vous voulez résoudre. Pourtant, le langage de programmation, pourtant le programme utilise un langage de programmation. Donc, si vous écrivez un algorithme en français, en chinois, tous ceux qui comprennent le français et le chinois peuvent traduire cela en langage de programmation. L'algorithme ne dépend pas de l'ordinateur, il peut être écrit à la main, il peut être écrit en langage de signes, mais le programme nécessite un ordinateur. Après avoir écrit l'algorithme, on peut calculer l'efficacité sur le papier, mais pour le programme, vu que avant de commencer un algorithme, n'est-ce pas, avant de dire que bon,
se brosser les dents, on sait que le résultat cherché, c'est les dents propres ou alors les dents brossées. Si on écrit cela en programme, on va plutôt faire des tests, n'est-ce pas, qui vont prouver que l'algorithme résout le problème. Okay. Quelles sont les caractéristiques d'un bon algorithme? Ici, il s'agit de la programmation. Dans la vie réelle, ça peut être différent. L'algorithme doit avoir 0 plusieurs entrées, donc doit prendre en entrée quelque chose, et l'algorithme doit avoir au moins une réponse. Ça peut être un chiffre, un nombre, juste un imprimé, on peut dire juste afficher quelque chose. L'algorithme doit être défini, donc non ambigu. On le définit clairement. Si A est supérieur à B, alors affiche A. Sinon, affiche B. Il faut savoir quel est le plus grand que A et B. On ne dit pas. Si il se fait que, s'il arrive que A soit supérieur à B, sachant que donc là il y a beaucoup si c'est comme ça, on divise toutes les parties des phrases en étapes simples et claires. L'algorithme doit être fini. Bon, défini et fini. Fini veut dire que ça doit s'arrêter un jour ou l'autre. Donc, si on commence, on arrête. Si l'algorithme exécute pendant toute la vie, ça ne sert à rien. Et aussi, l'algorithme doit être efficace. Pas d'étapes inutiles. Par exemple, comment préparer. Je ne veux pas savoir s'il faut mettre le tablier ou pas. Bon, c'est bien pour le design, mais ce n'est pas nécessaire de savoir en cas. Si on veut savoir comment faire une omelette, on ne veut pas savoir quel parfum utiliser pour faire une omelette. Moi, je veux manger de l'omelette, je veux savoir comment faire l'omelette. Bon, c'est un exemple. Ok. Pour écrire un algorithme, souvent on utilise ce qu'on appelle le pseudocode. Nous sommes ici en programmation. Pseudocode, c'est la langue qu'on parle, mais il n'y a pas de règles strictes. Et il n'utilise pas de langage de programmation. Ça doit être facile à comprendre, à lire et à implémenter en programmation. Voici un exemple de pseudocode. Vous voyez, début, commencement, fin. À l'entrée, on lit A, lit B. Ici, on essaie d'ajouter deux nombres. On a un nombre A, on a un nombre B. On sauvegarde dans une somme, A et B, et on affiche la somme. Ok. Comment analyser un algorithme? On peut analyser l'algorithme en 5 points. Bon, ça dépend où va exécuter l'algorithme, ou bien c'est à quoi c'est l'algorithme, mais souvent il y a 5 points, n'est-ce pas? On peut s'arrêter à 1 ou 2, mais 5 points en général. Il y a le temps, l'espace, consommation du réseau, consommation d'énergie et consommation des ressources de l'ordinateur. Le temps, c'est combien d'unités de temps avons-nous besoin pour que cet algorithme finisse. L'espace, allons-nous, lors de l'exécution de cet algorithme, avoir besoin d'un espace supplémentaire de l'ordinateur. Troisième, consommateur du réseau. Si nous avons, par exemple, si le boss nous donne 1 giga de data par jour et que l'algorithme doit exécuter sur un réseau, ça veut dire qu'il va envoyer et recevoir les données. Comment minimiser, n'est-ce pas, la consommation de ces données? Consommation d'énergie. Certains algorithmes demandent beaucoup d'énergie. Certains programmes vont augmenter la consommation de vous. Ceux qui font dans les bitcoins, cryptographie, vous allez voir souvent, ils consomment beaucoup d'énergie. Les ressources de l'ordinateur. Bon, vu que l'ordinateur n'a pas de ressources infinies, donc nous devons jouer avec la plupart du temps. Surtout je me rappelle qu'on faisait la génération d'images en AI et on travaille avec. Même dans le processus de langage naturel, NLP, cela demande beaucoup d'énergie. Et souvent, on était obligé de tuer les process qui couraient en background. Notation Big O.
Cette notation nous permet d'évaluer la performance d'un programme. Bon, dans les prochains slides, je vais parler de logarithme. Pour ceux qui aussi, il ne faut pas être très bon en maths. C'est pas obligé d'être très bon en mathématiques pour comprendre les algorithmes et l'informatique. Mais c'est un concept qu'il faut au moins savoir de façon littérale. Quand je vais dire logarithme, n'est-ce pas, il faut savoir que le logarithme, c'est l'inverse d'une puissance. C'est-à-dire, si nous avons un chiffre 8, n'est-ce pas, et nous avons un logarithme de base 2, n'est-ce pas, à la base 2, quel est le logarithme de 8? Ça veut dire, combien de fois dois-je multiplier 2 pour avoir 8? C'est ça qu'on appelle le logarithme. Si nous avons 9 à la base 3, ça veut dire combien de fois dois-je multiplier 3 pour avoir 9? C'est ça qu'on appelle le logarithme. J'espère que c'est clair. Ok. Quelques règles. Opérations simples. Opérations comme addition, comparaison, affectation, ont un temps constant 1. Donc, big O, c'est O de 1. Les boucles ont une complexité de n. Vu qu'on va, les boucles s'écrivent souvent de 1 à un certain nombre n. Comme ici, on a pour i de 1 à n, affiché i. Les boucles imbriquées, si dans une boucle de 1 à n, on a une autre boucle de j à n, donc on a multiplié les tailles. Donc les tailles, c'est n deux fois. Alors, n fois 2. N fois 2. Donc n deux fois c'est n et n. N fois 2 c'est n multiplié par 2. Non, non, non. Non. Ok, n deux fois. Bon, bref, c'est n multiplié par n. N'est-ce pas? Parce que n deux fois c'est n et n. Donc n plus n. N fois 2 c'est aussi n plus n. Oh. Bon, additionner les complexités pour garder le pied des cas. Règle numéro 4. Donc ça veut dire, si on a une boucle n, une boucle qui va de 1 à n, une boucle qui va de 1 à n, une boucle qui va de 1 à n, et après une boucle qui va de 1 à n. Donc ce n'est pas imbriqué. On a une complexité qui est de O de n plus n. Mais on va, pour additionner, on additionne les complexités, ça veut dire on choisit la boucle qui exécute le plus. Et c'est notre complexité là-bas. Donc si le premier n est de 1 à 10, le deuxième n est de 1 à 100, c'est-à-dire qu'on a O de n qui sera égal à 100. Bon, O de n, en fait. Ignorer les constantes. Si avant une boucle, on a les affectations, les sommes, les comparaisons, on prend juste la boucle. Quelques notations. On a O de 1, à un temps constant dans les simples opérations. On a O logarithme de n, c'est l'opération logarithmique. Par exemple, c'est-à-dire si à chaque itération de la boucle, n est divisé par 2, n'est-ce pas? La complexité sera log de n, O de log de n, O racine carrée de n. Si l'itération va de 0 à la racine carrée de n, donc par exemple si on cherche à la recherche des nombres primaires, n'est-ce pas, voilà qu'on vérifie la racine carrée d'un nombre, souvent ça a une complexité de racine carrée de n. Donc les cas sont tellement minimes que nous n'allons pas trop nous attarder dessus. Nous allons les algorithmes que nous allons voir n'auront pas trop ce type de complexité. O de n, les linéaires, c'est quand on veut parcourir une liste de tous les éléments d'une liste, on a les quasi linéaires, donc O de log de n, c'est quand on a une liste, on a une complexité logarithmique dans une complexité linéaire et vice versa, ou bien une complexité linéaire dans une complexité logarithmique. C'est-à-dire, pour tout élément de 1 à n, on effectue une boucle qui va de 1 à n, où n
à chaque itération est divisé par 2. Bon, avec expliquer comme ça, c'est compliqué à comprendre. Bon, on a, pas compliqué, mais je vais montrer un exemple tout de suite. On a les temps quadratiques, donc les boucles imbriquées, les boucles complètement imbriquées, donc deux boucles complètement imbriquées. On a exponentielle. Ici, l'exemple, bon, je vais m'expliquer ici parce qu'après, c'est d'abord, elles ne sont pas conseillées, mais on utilise ces boucles dans les cas où, disons, on veut chercher, on a un sac, n'est-ce pas? On a des cahiers, un sac qui a peut-être une capacité de 10 kg, on a des cahiers, des livres. On veut savoir quelle quantité maximale de cahiers et de livres peut-on mettre dans ce sac, sachant que le maximum de kilos c'est 10 kg. Sachant que chaque cahier peut être soit dans le sac ou hors du sac, vous voyez qu'on a deux sorties, donc 2. Et sachant qu'on ne connaît pas le nombre de cahiers qu'il y a, donc on a un exponentiel de 2, non, de n. Donc pour chaque cahier n, il y a 2 choix. Voilà. On a les factoriels. Pour ceux qui ont fait mathématiques jusqu'à, bon, à partir, non, jusqu'à, ceux qui sont arrivés, qui ont peut-être, disons, pour ceux qui ont, je pense, le probatoire, et qui ont fait la seconde, je pense que vous avez eu cet exemple. Vous avez parlé de permutations et des arrangements. Bon, quand on voit les factoriels, souvent, on parle de permutation et arrangement. Ok, continuons. Nous classons, ici j'ai classé les complexités du plus efficace au moins efficace. Bon, si on a nombre d'itérations, bon, nombre total, disons qu'on a une liste, si une liste qui peut avoir une liste de n éléments, n'est-ce pas? N peut être de égal à 1 ou 500. Si on a une complexité de n, vous voyez que une complexité de 1, on aura, si on a une complexité O de 1, ça veut dire que la boucle, le code va une fois, s'effectue une fois, donc pas de répétition. Si on a une complexité O log de n, ça veut dire que quand n est égal à 1, il n'y a même pas d'exécution, vu que log de n doit diviser par 2. Quand n est égal à 10, bon, comparons une fois log de 1 et racine carrée de n. Log de n, racine carrée de n. Quand n est égal à 10, vous voyez, racine carrée de n va effectuer moins de fois que log de n, donc est plus rapide. Maintenant, une fois que n est égal à 20, vous voyez que racine carrée de n sera plus lent que log de n. Et ainsi de suite. Maintenant, pour n sera seulement bon. Comme n va effectuer chaque opération, bon, va effectuer un nombre total qui est égal à n, donc qui va aller de 1 à n, bien de 0 à n, donc on aura 500 toujours. Quasi linéaire va courir ce nombre de temps, donc si n est égal à 500, on aura 4400 et poussière. Exponentielle, ça veut dire va exécuter, le code de programme va exécuter, si on a n est égal à 1, va exécuter une fois, on a n est égal à 10, va exécuter 10 au carré, deux fois, donc ça, je pense 20 au carré de 20, 20 au carré de n, on dit n au carré de 20, hein? En tout cas, 20 au carré sera 400 fois, et ainsi de suite. Et ici, vous voyez, à partir de... Et quand vous allez voir 2 exponents n, vous voyez qu'à partir de 20, à partir de 50, le nombre est trop grand pour le mettre, même ici. Donc, ces deux cas, il existe des cas où la complexité sera comme ceci, mais pour les reste des cas, essayons de minimiser, n'est-ce pas?
quelques exemples de... Je vais expliquer quelques exemples. Bon, ici, O de 1 est compréhensible. O de n aussi. Bon, vous pouvez mettre pause à la vidéo pour bien lire les trucs de code si vous ne comprenez pas. Je vais plutôt expliquer. Log de n. Fibonacci et O de n au factoriel. Je vais expliquer avec le code dans l'avenir. Je vais plutôt expliquer log de n et ces deux-ci. Ok. Log de n. Ici, nous voulons rechercher binaire. Disons, on a une liste ordonnée de chiffres, n'est-ce pas, qui va de 1 à 10, et on veut chercher 2. On met début 0, fin c'est la longueur de donc n, longueur de... C'est d'abord les indices qu'on met. Les indices. La longueur de la liste, moins 1. Donc, en programmation, on compte de 0 à n. Donc, sur une liste qui va de 1 à 10, on va compter de 0 à 9. Donc, 10 moins 1. Les indices. On va dire, vu que 10 moins 1, de 0 à 9, ça veut dire que 9 sera le dixième chiffre. Dans tous les cas, si on compte de 0 à 9 sur les doigts, le 9 va tomber au dixième doigt. On dit tant que l'indice du début est inférieur ou égal à l'indice de la fin, donc tant que nous ne sommes pas à la fin, n'est-ce pas, on va effectuer cette opération à l'intérieur. On va dire, les chercheurs binaires, comme les nombres sont ordonnés, n'est-ce pas, nous cherchons 3. On dit, le milieu c'est quoi? Donc moi je cherche l'indice du milieu, vu qu'on va diviser par 2. L'indice du milieu c'est l'indice du début plus l'indice de la fin divisé par 2. Ça fait 4,5. Non, 9. Non, 0 à 9 est 5. On a de 1 à 5. C'est 4. On a de 1 à 5. Donc on tombe à 5. Après on dit, si la valeur du milieu, si la valeur qu'on cherche, donc si 3 est égal à la valeur du milieu, ça veut dire qu'on a trouvé. Mais comme 3 n'est pas égal à la valeur du milieu, on parle. On dit sinon, si la valeur est inférieure à la valeur du milieu, la fin, donc 5 sera maintenant le milieu moins 1, n'est-ce pas? Sera maintenant le milieu moins 1. Sinon, le début sera maintenant le milieu plus 1. Ça veut dire, si 3 est inférieur à 5, on va maintenant chercher 3 dans la liste qui va de 1 à 4, n'est-ce pas? Sinon, si on cherchait par exemple 7, on va chercher maintenant dans la liste qui va de 6 à 10. On revient ici au début. On dit maintenant, vu que le milieu est égal à milieu moins 1, n'est-ce pas? C'est la valeur du milieu. Et puis milieu, vu que la fin est égale au milieu moins 1, à la fin. Donc le dernier chiffre, donc 4 est égal à moins 1. On revient, on cherche le milieu. Le milieu c'est maintenant 0 plus la fin qui est égale à 4. Divisé par 2, ça fait 2. Qu'est-ce qu'on voit? 2 est supérieur à 3. Donc on a ici, sinon. Ça veut dire que le début est égal au milieu plus 1. Le milieu c'est quoi? 2, n'est-ce pas? À la deuxième itération. Plus 1, ça fait 3. On revient ici. Le milieu c'est quoi? Vu que c'est un chiffre, c'est 3. Donc le milieu c'est 3. Si la valeur est égale au milieu, donc 3, on retient la position. Donc si 3 c'est vrai, c'est bon. Vous voyez que pour trouver le chiffre, on a effectué 3 itérations, n'est-ce pas? Donc à chaque fois on divise par 2. En fait c'est ça. La racine carrée, quand on cherche un nombre premier, un nombre premier c'est un nombre qui est divisé par lui, qui est divisible par lui et par 1. Par 1 et par lui-même. Bon, quand vous voulez, moitié plein, moitié vide. Moitié plein, moitié rempli. Bon, ça va. Je vais arrêter les analogies. Bon, si n est inférieur ou égal à... Non, attends. Si un nombre est divisé par 1 et par lui-même, ça veut dire que... en mathématiques, ça veut dire que... pour savoir si ça... bon, en mathématiques, ça veut dire que on a vérifié la condition qui dit que ce nombre n'est pas divisible par la liste des nombres qui est compris entre 2
et sa racine carrée. Disons que nous avons 101, n'est-ce pas? On dit, en fait, si n est inférieur ou égal à 1, ça veut dire que ce n'est pas un nombre premier. Ici, on veut savoir si c'est un nombre premier vrai ou faux. Donc, on retourne au faux. Mais si n, mais ça veut dire, mais maintenant pour i, n'est-ce pas, allant de 2 à racine carrée de n, disons que nous avons 100. n est égal à 100, racine carrée de n c'est 100. On dit si le modulo de i est de 1, si n modulo de i, donc si 100 modulo de 10 est égal à 0, 1 modulo de 100 est égal à 0, ça veut dire que si 100 divisé par 10 a pour reste 0, ça veut dire que ce nombre n'est pas premier, vu qu'il est divisible par 1 par 10, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas premier. Ce qui fait que dans tous les autres cas, ce nombre est premier. Donc, si on a par exemple 1, est-ce que 1 est inférieur? Oh. Est-ce que, non, disons par exemple 3. Est-ce que 3 est inférieur ou égal à 1? Faux, n'est-ce pas? Ok. Pour i est égal à, pour i à 3, il n'y a pas de racine carrée de 3, donc ça veut dire que ici on peut y sauter et on va à vrai. Ok. Merci d'avoir écouté. Je sais que c'est difficile de m'écouter. C'est peut-être lent. Je vais essayer d'écrire la prochaine fois. Bon, prochainement, nous allons programmer. Nous allons effectuer une tâche avec les algorithmes, mais je pense que c'est la somme de deux nombres. Bon, je vais expliquer prochainement. Et après ça, on va continuer avec on va alterner entre vidéos sur Python et les algorithmes. Les vidéos sont déjà enregistrées, il faut faire les montages, c'est ce qui prend le temps. Et pendant les vacances, vu que je serai un peu libre, je vais essayer de faire le maximum de vidéos et d'être plus constant. Maintenant, j'essaie d'être constant, mais ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. Il faut les recherches, tout ça. Bon. En tout cas, merci beaucoup. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Bye bye.